Merci Françoise. Je remercie aussi la coordination bretonne de m'avoir invitée à présenter cette communication. À propos de son titre, vous allez voir, voilà, comme Daniel Koum, je n'étais pas la personne à l'origine, donc il y a quelques critiques qui émaneront. D'emblée, précisons, nous allons réfléchir à la question du lieu de la mort en situation de soins palliatifs classiques, c'est-à-dire quand on peut envisager qu'elle va survenir à plus ou moins brève échéance au cours de l'avancée dans la vieillesse et ou de la maladie grave. Dans cette perspective, la fin de vie, le temps du mourir, ne concerne pas que la phase dite agonique, c'est-à-dire le moment de la mort proprement dit. Elle concerne également une phase progressive d'affaiblissement de l'état général qui peut aller jusqu'à la grabadisation, qui peut durer, elle, quelques jours, quelques mois, quelquefois même quelques années. Le lieu de la phase de dégradation, l'expression n'est pas jolie, mais je n'en ai pas de meilleure pour l'instant. Ce lieu de dégradation ne correspond pas toujours au lieu où la personne meurt. Donc, ça a déjà été dit ce matin. De manière générale, le propos qui va suivre concerne ces deux phases. Si l'une est plus particulièrement concernée, je le préciserai. Donc venons-en à la question du jour. Où mourir ailleurs que dans ces lieux traditionnels que représentent le domicile, l'hôpital, la maison de retraite? Donc si ça ne se passe pas là, où est-ce que cela pourrait-il se passer? Chez un de mes enfants, ou chez mes parents, ou chez un ami, ou bien même peut-être chez ma voisine? Bon, en fait, ces propositions ne répondent pas à la question, puisqu'on reste au niveau du domicile. Le film « Quelques heures de printemps » apporte une alternative. Il montre comment c'est possible de mourir encore dans une maison, mais cette fois pour suicide assisté. En Suisse, par exemple, dans une chambre et dans un vrai lit. De même, peut-être existe-t-il des centres pour euthanasie. Néanmoins, d'un point de vue purement pratique, je me demandais d'ailleurs si on pouvait dire aussi des maisons pour euthanasie. Le terme maison, est, comme on le remarquera par la suite, n'est pas anodin. Mais pour l'euthanasie, l'existence des soi-disant kits règle le problème de l'accueil dans un lieu spécialisé. Le recours à un kit induit en effet l'idée que l'euthanasie peut être réalisée où l'on veut. Alors existe-t-il d'autres institutions qui ne sont ni hôpitaux ni maisons de retraite et qui accueillent des patients en fin de vie? Il m'est venu en tête le projet d'un médecin belge qui souhaite créer une maison d'accompagnement, on reste dans les maisons, qui serait une sorte de maison de vacances, de maison de repos dans le Cap Sizun. Et quelques maisons de ce type existent a priori déjà et permettent un accueil adapté des personnes en soins palliatifs avec leurs proches pour des vacances. Donc si l'objectif annoncé est bien celui de prendre des vacances malgré la maladie, celle-ci fait partie des bagages et la mort peut survenir. D'où l'idée de partir en vacances mourir ou de partir mourir en vacances. À l'image de l'éternel estivant de Brassens, le concept peut séduire. Si l'on va encore un peu plus loin, serait-il possible d'envisager partir en vacances à l'hôtel et d'y mourir? Et mourir dans un lieu public, mourir dans la rue, ça, c'est pas très correct, surtout l'hiver. Et mourir en pleine campagne ou en pleine mer, n'est-il pas dit que dans certaines sociétés traditionnelles, celui qui sentait sa mort venir s'en allait mourir dans la nature? N'est-il pas dit aussi que les oiseaux se cachent pour mourir? Et les cimetières des éléphants, est-ce qu'ils ne sont vraiment qu'un mythe? Donc nous tentons de répondre à ces questions au fil du développement. Dans un premier temps, nous nous intéressons aux façons dont peut être abordée la question du lieu du mourir en unité de soins palliatifs. Dans un second temps, les motivations concernant la volonté de retourner à domicile et celle de ne pas y retourner sont examinées. Au fil de cette première et deuxième partie, on tente de repérer les ambivalences susceptibles d'apparaître. Et enfin, dans la troisième partie, on se consacre à l'ambivalence des proches, mais aussi à celle des soignants et du système institutionnel, voire du système médical français, voire international. Cette réflexion n'est pas issue de la littérature, cette réflexion n'est pas issue d'une revue de la littérature exhaustive, étant donné les délais impartis. Elle s'appuie sur des écrits, mais s'inspire principalement de la pratique.
Je remercie d'ailleurs les collègues avec qui j'ai pu en discuter, notamment Marie-Aude Le Billon, psychologue au réseau BTCPEN de soins palliatifs à domicile, Pascal Mignoux, médecin responsable de l'unité où je travaille, et Hubert Turmel, qui est cadre de santé. Alors, à l'USP de Douarnenez, comment les patients disent où ils veulent mourir ou pas? Tout d'abord, des remarques d'ordre terminologique liées à l'intitulé de cette communication. Avec des personnes qui vont bientôt mourir, je ne sais pas bien si l'on peut parler de désir à propos de mourir. Je n'ai jamais entendu un patient dire « je désire mourir ici » ou bien « je désire mourir à la maison » ou même « je désire mourir tout court », sans précision de lieu. J'entends plutôt « je veux mourir, j'en ai marre, j'en peux plus ». Ou alors, est-ce que je n'entends pas ce genre de propos, je désire mourir? Est-ce que c'est parce que ces patients à l'unité de soins palliatifs de Douarnenez ne s'adressent pas à moi dans un style suffisamment châtié ou psychanalytique, voire encore plus précisément lacanien, ou alors le terme de désir ne s'accorde pas avec celui de mourir? Alors, je suis quand même allée voir au niveau étymologique. Désirer vient du latin desiderare, qui signifie cesser de contempler l'étoile, l'astre, d'où moralement constater l'absence avec une forte idée de regret. Ensuite, l'idée première de regretter l'absence a tendu à s'effacer derrière l'idée de chercher à obtenir, souhaiter, ce qui était absent. Le verbe est ensuite passé en français dans le sens aspirer aux faveurs d'une femme, dans un contexte galant, puis s'est spécialisé vers l'appétence sexuelle. Donc d'une part, avec cette connotation sexuelle, désirer serait comme un peu trop vivant pour s'accorder avec le verbe mourir. Et d'autre part, l'humain ne peut pas constater l'absence de sa mort à venir, et par conséquent, il ne peut pas la regretter, d'où la désirer. C'est donc peut-être bien parce que l'on sait que l'on finira tous par la regarder en face, notre mort, peut-être même par la contempler, comme l'astre, que l'on peut s'abstenir de la désirer. Alors, en ce qui concerne le terme hésitation, je formulerai une remarque analogue. Je ne crois pas avoir entendu de patients utiliser le verbe hésiter, ni même souhaiter, à propos de leur mort, même dans une formule négative du style « je ne souhaite pas mourir ». Plus précisément, en matière de lieu, depuis 4 ans d'exercice à l'USP, je n'ai jamais entendu un patient dire expressément qu'il voulait rentrer à la maison pour mourir. Mais Hubert Turmel, cadre de santé, donc comme je l'ai précisé, à l'unité, se rappelle de 2 ou 3 personnes qui ont séjourné de manière très brève dans notre service, 2 jours environ, parce qu'elles voulaient rentrer le plus vite possible pour y mourir. Donc, rentrer à la maison pour y mourir. Et ça avait été formulé. Donc ces cas nous permettent d'introduire une sorte de préalable au choix du lieu du décès. La nécessité, comme on dit, d'être au clair quant à sa mort prochaine. En effet, d'un point de vue purement logique, lorsqu'il s'agit pour madame ou pour monsieur de choisir où elle veut mourir, il paraît nécessaire pour elle de savoir que sa vie ne sera plus très longue et que, en outre, elle n'en soit pas trop ébranlée, de manière à être en capacité de réfléchir et de dire ses volontés. Tout au plus, si elle ne manifeste pas de volonté spontanée, mais qu'elle est au clair, il faudrait pouvoir simplement lui demander où vous voudriez mourir, ou bien où vous préféreriez mourir, ou encore, si vous aviez le choix, vous, qu'est-ce que vous voudriez? Mourir à la maison, mourir à domicile, mourir ailleurs? Pour certains d'entre vous, peut-être pour beaucoup, je ne sais pas quelle est votre pratique, cette situation peut paraître surréaliste. En tout cas, dans l'unité où je travaille, les patients avec qui ce genre d'échange est d'emblée possible sont assez rares. Se pourrait-il que ce soit l'apanage des unités de soins palliatifs? En effet, étant situées au dernier échelon dans la gradation de l'accompagnement en soins palliatifs, elles sont censées à ce titre accueillir les situations les plus complexes, tant au niveau physique et social que psychique. Par exemple, on accueille très régulièrement des personnes de 80 ans et plus, qu'on peut donc dire franchement plus jeunes, plus très jeunes,
et qui sont en plus gravement malades, qui soit n'ont pas conscience qu'elles risquent de bientôt mourir, soit qui viennent seulement de s'en rendre compte et qui sont alors bouleversées. Pour les premières, c'est quasi les agresser que d'en venir à leur parler de leur mort. Et pour les secondes, poser la question du choix du lieu de la mort est inadapté, puisqu'ils ne sont pas encore revenus de leur découverte quant au fond du problème. Alors en matière de forme, comme on dit, ça attendra. En fait, on constate qu'une part importante de patients expriment le souhait de sortir pour rentrer à domicile. Je veux sortir, je veux rentrer. Sans pour autant évoquer la possibilité d'y mourir. Pourtant, étant donné des propos qui ont été tenus par ailleurs ou des comportements, il ne fait pas de doute qu'ils savent qu'ils vont bientôt mourir et que par conséquent, la mort peut survenir à domicile. Alors, lorsque ces patients se montrent un peu plus ouverts ou en viennent spontanément à parler de leur mort prochaine, on essaye de saisir la chance au vol et d'en savoir un peu plus. Je dis « on » dans la mesure où j'inclus l'équipe entière, parce qu'il me semble que c'est à l'équipe entière d'accompagner les patients dans ce cheminement et de recueillir des informations. Ce n'est pas l'affaire du médecin et ou du psychologue. En outre, élaborer sa propre mort n'est pas du ressort de l'individu tout seul. Cette élaboration dépend également des collectifs, des groupes au sein desquels il évolue. Si ces groupes permettent d'élaborer la mort propre, le patient aura des chances lui-même d'y arriver. Si son entourage lui renvoie l'idée qu'il est immortel ou qu'il vaut mieux qu'il le croie, l'individu seul aura peu de chances d'arriver à un niveau d'élaboration de sa mort propre. Alors je boue quand j'entends des soignants fraîchement arrivés dans le service raconter comment ils ont répondu à monsieur untel qui disait « Wow, à quoi bon, de toute façon je vais mourir ». « Mais non, pourquoi vous dites ça ? Allez, ça va aller, faut pas y penser ». D'abord je boue et après j'essaie de reprendre et c'est ça la formation. Alors par exemple, quand certaines personnes déclarent « Le médecin a dit que je n'en avais que pour 2 mois », ce serait par exemple l'occasion de pouvoir lui répondre « Ah oui, il a dit ça, et vous, vous en pensez quoi ? Comment vous vous sentez ?» Et s'il répond « Oh, je sens que je perds mes forces », ah ouais, vous sentez que vous perdez vos forces. Et avant ça, justement, quand ça allait encore, vous aviez déjà pensé à un âge correct pour mourir ? Vous auriez aimé vivre jusqu'à quel âge ? Si le patient donne un âge, par exemple, on peut encore répondre « Oui, et alors maintenant que vous voyez bien que c'est plus difficile, vous aimeriez bien pouvoir vivre jusqu'à quel âge ?» Souvent, la personne donne un âge un peu moins gourmand. Dans ce cas-là, pourquoi pas enchaîner sur « Et vous avez une idée de l'endroit où ça serait pas si mal que ça de pouvoir vivre jusque-là ?» Donc voilà, on continue. Et pour mourir, si vous pouviez choisir, ce serait où ? Et ok, mais là, c'est quoi ? C'est dans l'idéal ou c'est dans le raisonnable ? Si la réponse est du genre « je ne sais pas », par exemple, vos parents, ils sont décédés ? Et si oui, en effet, ils sont décédés où ? Comment ça s'est passé ? Ou bien encore, vous avez accompagné d'autres proches dans leurs derniers moments. Comment ça s'est passé ? Donc voilà, toutes ces questions, on peut les poser. Bien sûr, elles ne sont pas toujours posables d'emblée comme ça. Et on ne peut les poser que si on sent que le patient coopère. Et souvent, voilà, on n'en pose qu'une par-ci, par-là. Parfois, même si ce genre de conversation n'a pas lieu, ou que moi je n'en ai pas écho, pour autant il y a comme un discours qui passe. En fait, avec certaines personnes, le sujet du lieu du mourir peut ne jamais être parlé, et d'ailleurs c'est peut-être pour ça, qu'à la sortie, moi par exemple, je me surprends à lancer à monsieur ou à madame « à bientôt », sans que finalement la personne ne le prenne mal, au contraire. Donc l'inconscient est parfois bien fait. Il y en a d'autres patients qui se positionnent indirectement en indiquant vouloir rester à la maison le plus longtemps possible ou bien revenir dans le service le plus tard possible.
les patients et leurs familles sont informés qu'ils peuvent revenir directement sans passer par les urgences ou un autre service. Donc ça peut aussi influencer ce genre de propos. Nombreux aussi sont ceux qui expriment le souhait de rentrer vivre à domicile, alors que leur état indique a priori que ça ne sera pas possible. Dans ce cas, on essaie de proposer des sorties à la journée ou à la demi-journée ou pour le week-end. Certaines personnes, face à ces possibilités, refusent de remettre les pieds à domicile. Ils disent en fait que finalement, ça leur ferait trop de peine de ne pas pouvoir y rester. Au contraire, il y en a d'autres qui tiennent absolument à y aller une dernière fois pour mettre les choses en ordre. Pour certains qui ne veulent rien entendre, le retour à domicile est quand même organisé, quand bien même on est quasi sûr que le patient reviendra très vite, parfois même dans l'heure qui suit. Dans ces cas, on est bien content de pouvoir garder des lits 48 heures avant d'accueillir un autre patient à la place. Notamment pour ceux qui ne veulent pas entendre parler de maisons de retraite, ces retours à domicile qui se passent mal, ce sont des passages difficiles, douloureux, mais nécessaires pour se rendre compte de la réalité et accepter des modifications dans ce qu'on appelle le projet de vie. Il y a aussi des patients qui montrent des signes d'hésitation, qui sont souvent liés à la question de l'entourage. Je serais mieux à la maison, mais au moins ici, il y a du monde tout le temps. Pour moi, ce serait mieux, mais pour ma femme, ou pour mon mari, ou pour mes enfants, c'est très dur à la maison. Il y en a encore d'autres qu'on ne sent pas prêts à rentrer, mais qui déclarent plus ou moins fermement vouloir le faire et qui présentent un problème aigu ou une décompensation grave juste avant. Le cas le plus parlant, c'est celui du patient qui se casse la figure et qui se fait mal au point de rendre impossible le retour. Il y a aussi les patients qui déclarent vouloir rentrer à la maison, mais pas tout de suite, quand ils seront un peu retapés, quand ils iront un peu mieux. Par exemple, quand ils pourront remarcher, alors qu'une partie d'eux-mêmes sait bien qu'a priori, ils ne pourront pas récupérer. En outre, le discours qui est tenu à la psychologue n'est pas toujours le même que celui qui est tenu aux enfants, lequel sera lui-même différent de celui qui sera tenu aux médecins, ou aux infirmières, aux aides-soignantes ou encore aux bénévoles. Ou bien encore, le discours du jour peut être à l'opposé de celui de la veille ou du lendemain, ou seulement différent. En fait, tel qu'on essaye de travailler à l'USP, on essaye de laisser venir les pièces du puzzle, on essaye de les attraper au vol, et aussi parfois, on propose de chercher ensemble certaines pièces. Comme je vous disais, quand on sent qu'on a la possibilité de parler de la mort de la personne directement, on essaye aussi d'aller de ce côté-là. On essaye de consulter les proches. Et ensuite, ensemble, en équipe, on essaye de se faire une image de ce puzzle, sans vouloir composer le puzzle lui-même. On essaye juste d'en avoir une représentation, une image, avec des trous, des bosses, des contours qui sont mal définis. Et de là, on va voir apparaître une espèce de tendance globale qui ne correspondra pas forcément à ce que le patient aimait verbalement. La volonté de retour à domicile, par exemple, clamée haut et fort auprès du médecin, sera largement pondérée par les observations des aides-soignantes ou des infirmières, souvent celles qui sont le plus au contact du patient de manière quotidienne. Donc on entend souvent aides-soignantes, infirmières dire « Ah non, celui-là je le vois vraiment pas être tout seul à la maison, il est toujours à demander après nous, sa porte doit toujours être ouverte, la lumière doit rester allumée la nuit. » Voilà, il y a des signes comme ça qui sont repérés et qui indiquent que la solitude, par exemple, à la maison pourrait être difficile. Alors, ça ne veut pas dire que le retour à domicile ne se fera pas, mais on aura identifié des aspects pour lesquels il faudra se montrer particulièrement vigilant et réactif. Donc,
on aura vu des signes comme ça qui ne seront pas conscientisés chez le patient ou chez la famille. Et à côté de ça, le patient aura convaincu intellectuellement, si on peut dire, du bien fondé de son retour en invoquant plusieurs raisons. Donc on va passer à cette partie-là. Pourquoi vouloir rentrer à domicile pour le patient ? Alors, hormis des avantages d'ordre pratique, comme de moindres déplacements pour les proches, les patients énoncent plusieurs raisons au fait de vouloir rentrer à domicile. Ces motivations sont plutôt de nature consciente ou préconsciente. Identifier des motivations inconscientes constituerait encore un travail en soi. Pour beaucoup, la raison la plus évidente, c'est que si ce n'est pas la maison, ça sera la maison de retraite, même pour des personnes qui n'ont pas encore l'âge légal de la maison de retraite. Mais tous ne font pas ce choix par défaut. Avec leurs propres mots, certains expliquent que le domicile, c'est la vie. L'hôpital, c'est l'univers de la maladie, voire de la mort. Récemment, une patiente nous disait se sentir bien à l'unité, mais elle préférait rentrer chez elle, entre autres parce que ça la dérangeait beaucoup d'avoir vu tous ces petits bouquets accrochés au fil des jours à la porte de la chambre d'autres patients, sachant que ces petits bouquets signalent le décès d'un patient. Il y en a d'autres qui expliquent vouloir rentrer à domicile parce qu'ils peuvent retrouver leur cadre habituel, leur environnement où ils se sentent bien, où c'est à leur goût. Grosso modo, même si certains tiennent à nous rassurer en nous disant qu'ils se sentent vraiment très bien dans le service, quand même ils se sentent mieux chez eux avec leurs affaires, leurs habitudes. En outre, au domicile, ils espèrent pouvoir retrouver en partie les commandes, comme si une fois rentrés à la maison, ce n'étaient plus les règles et le rythme des soignants qui prévalaient. Alors, il y en a qui sont déçus, malheureusement. Par ailleurs, le domicile, c'est le domaine du privé. Par exemple, les visiteurs sont invités à venir au domicile, alors qu'à l'hôpital, les visites peuvent paraître plus libres. Il nous arrive régulièrement que l'on mette un petit écriteau sur la porte d'un patient, indiquant qu'avant d'entrer, il est nécessaire de prendre contact avec un membre de l'équipe, parce que le patient lui-même ne parvient pas à dire à un tel ou à une telle qu'il ne veut pas de ces visites. Le domicile peut aussi permettre de renouer avec l'intimité, notamment l'intimité sexuelle, qui est souvent mise de côté à l'hôpital. Rappelons que la porte de la chambre à l'hôpital s'ouvre souvent sans même que le patient ait entendu frapper ou qu'il ait eu le temps de répondre, si la personne a pris la précaution de frapper. En ce qui concerne le retour à domicile, avec la volonté d'y décéder, comme je l'ai précisé au début, je n'ai pas eu l'occasion, moi, d'échanger avec des patients à ce sujet. Dans la littérature, pour ceux qui sont nés à domicile, apparaît l'idée de mourir à domicile comme pour boucler la boucle. Mais pour ceux qui sont nés à l'hôpital, la boucle se finirait à l'hôpital. Alors, ce qui est assez drôle à Douarnenez, c'est que auparavant, l'hôpital et sa maternité se situaient rue Montauciel. Ce qui semble avoir été favorable à l'élaboration de la mort propre. Il y a des douarnenistes qui envisagent avec un certain flegme, j'ai cru observer en tout cas, le destin d'être hospitalisé pour décéder. Et c'est presque comme si on sentait qu'il regrettait que l'hôpital ait déménagé quelques rues plus loin. Après, on peut aussi envisager que la volonté de rentrer à domicile corresponde à une manière de lutter contre la peur de mourir. Plus précisément, la peur concernant le moment de mourir. Le domicile, en tant que lieu connu, serait un moyen de lutter contre la peur de la grande inconnue, la mort. Ou plus modestement, être en lieu connu éviterait d'ajouter une dose supplémentaire d'anxiété issue de la confrontation à un environnement inconnu. Un nouveau service, une chambre d'hôpital. Régulièrement, il y a des patients qui sortent de l'USP pour rentrer, par exemple, à la maison et qui indiquent être satisfaits d'avoir séjourné en amont dans le service, en amont de leur décès, et qu'ils comptent y revenir, si possible, au dernier moment. En fait, ils transmettent quelque chose de l'ordre « je ne sais pas quand, je ne sais pas bien comment, mais je sais où, et puis quand même si, je sais un peu comment. Sous-entendu, on ne me laissera pas seule et avoir mal.
Et puis ma famille sera aussi accompagnée, elle sera aussi soutenue. Une des grandes raisons à vouloir rentrer à domicile apparaît également dans la volonté d'être parmi les siens, d'être en famille, ce de manière en fait réelle ou symbolique. L'étymologie du terme domicile confirme cette donnée. Le terme de domicile vient de domus, maison familiale romaine, qui est lui-même originaire de l'indo-européen dom, D-O-M, qui signifie famille sur 2 générations, et qui vient lui-même de dem, construire. Donc, à la façon d'une métonymie, le terme désigne non seulement le contenant, mais aussi le contenu. Une parenthèse, soulignons que l'hôpital peut aussi accueillir la famille et qu'il ne paraît pas inconcevable, au contraire de ce que j'ai pu lire, il me semble que c'est dans le manuel des soins palliatifs. Moi, il ne me paraît pas inconcevable de ne pas absolument suivre les vœux d'un patient qui souhaite rentrer à domicile si les conditions ne sont pas correctes, disons, pour accompagner de manière plus ou moins, pas trop difficile, on va dire, que ce soit pour le patient ou pour la famille. Je rappelle aussi que ce n'est pas parce qu'on est en fin de vie qu'on peut tout exiger, qu'on peut être irrespectueux et voire même sadique. On rencontre assez régulièrement ce genre de tyran à qui il est nécessaire de poser des limites. Pour soi déjà, pour l'équipe, pour réussir à continuer à accompagner, et aussi pour la famille et pour le patient. Voilà, je ferme la parenthèse. Après, pourquoi ne pas vouloir rentrer ? En raison de difficultés pratiques qui parfois ne font que masquer des difficultés psychosociales et aussi en raison de motifs physiques. Par exemple, les risques hémorragiques. Souvent, c'est une des plus grandes raisons de ne pas vouloir rentrer à domicile, que ce soit pour le patient ou pour la famille. Sinon, c'est la solitude, qu'elle soit réelle ou ressentie, en phase de dégradation et surtout en phase d'agonie. Également aussi, de manière corrélée, la peur en cas de difficulté de se sentir seul ou de se retrouver seul, et les difficultés relationnelles entre les parents et les enfants, ou alors les difficultés de couple. Bien souvent, les raisons qui poussent à vouloir rentrer à domicile se heurtent à celles qui poussent à ne pas vouloir rentrer, et l'imbroglio est difficile à démêler. Pour autant, des motivations antagonistes peuvent cohabiter sans causer trop de difficultés. Même si le patient ne parvient pas bien à déterminer ce qu'il veut, la vie continue, sa vie quotidienne, sans qu'elle ne lui soit trop pénible, et que ça se passe à l'hôpital ou à la maison. C'est en effet le propre de l'homme d'être ambivalent. En traduction littérale, ambivalent, ça veut dire les deux valent. Alors, pour me dépêcher de finir, je voulais vous parler justement de cette ambivalence. L'ambivalence des proches, pour moi, c'est ce qui est le plus frappant. C'est ce qui est le plus frappant après l'ambivalence des personnes quant à leur perception de leur mort prochaine. Et cette ambivalence chez les proches, c'est pas tant l'ambivalence quant à la perception de la mort prochaine, mais c'est l'ambivalence des sentiments amour-haine. En tout cas, dans les cas qu'on rencontre régulièrement à l'USP, on a des personnes qui émettent des vœux de mort très forts envers le mourant, et en même temps des vœux de vie aussi très forts. Combien de fois vous n'avez pas entendu dire une personne oh non, c'est plus possible, là, il vaudrait vraiment mieux pour lui qu'il meure, il souffre trop. Alors qu'a priori, vous avez pu voir que, en tout cas, la douleur physique, elle n'était pas si intense que ça. Il y a aussi des patients, ou plutôt des proches des patients, qui se font passer pour l'époux idéal ou l'épouse idéale, qui vient tous les jours, qui tient lui-même ou elle-même à nourrir son mari, sa femme, et qui lui donne tellement à manger
qu'il la gave et que le patient finit par faire une fausse route, mais que le proche continue encore à donner à manger. Là, peut-être que pour certains c'est difficile en effet à remarquer, mais on est directement dans des vœux de mort. Je voulais peut-être rajouter alors, on peut parler comme ça beaucoup de l'ambivalence des proches, mais il y a aussi l'ambivalence des soignants. Il y a la mienne, bien sûr. J'ai par exemple beaucoup de mal parfois à rester dans des chambres où ça sent mauvais, alors que je me dis, oh là, il faudrait que je sois là pour écouter cette personne. Idem pour les patients trachéotomisés qui prennent pas le soin de tourner la tête quand ils se mettent à cracher. Tout ça, c'est des choses qui sont en effet pour moi difficiles, où j'ai des comportements ambivalents. Et alors, en allant très vite sur le sujet de l'ambivalence, cette fois des soignants de manière plus générale, je me demandais si dans notre unité, sur le lieu du mourir, dans notre unité, si un de nos patients voulait rester sur le canapé d'un des salons, qu'est-ce qui se passerait dans l'équipe ? Dans le même ordre d'idées, à la maison, est-ce que c'est possible de conserver son lit, de ne pas se voir attribuer d'emblée un lit médicalisé ? Est-ce que d'ailleurs c'est possible de mourir ailleurs que dans un lit ? On a plusieurs patients à l'unité qui, à cause d'un inconfort physique en position allongée, ont passé des nuits endormis dans un large et confortable fauteuil dont nous disposons. Mais je n'ai pas su, en fait, je ne me suis pas posé la question de savoir où ils étaient morts. Est-ce qu'on leur a fait regagner leur lit ? Dans le même ordre d'idée, on a accueilli un patient qui quittait toujours son lit et se sentir moins mal dans le cabinet de toilette, où il était assis sur les WC ou alors où il était recroquevillé dans un coin. Et a priori, ça n'a pas été possible pour lui d'y rester. Certains soignants n'ont pas pu supporter de le voir si misérablement blotti dans un coin de cette petite pièce sombre. La question du lieu de mourir ne se pose pas. A priori, ils vont décéder dans l'unité, à moins que la famille demande un retour à domicile et que ce soit possible. Mais alors, pour les autres patients, ceux dont l'état ne se dégrade pas trop rapidement, dans les jours qui suivent l'entrée, patients et famille sont informés du fait que si l'état de la personne se stabilise, il ne pourra pas rester dans le service, sauf si il se met de nouveau à se dégrader et que là, on va vers un décès. Ça donne des patients qui peuvent partir, par exemple, au SSR, puis aller en maison de retraite, puis revenir en USP. Alors, idem, cette manière d'accompagner les patients n'est-elle pas très ambivalente de la part de notre système hospitalier, dans la mesure où, à chaque fois, ces patients ont à se réadapter à des équipes, comme ils disent, en tout cas dans notre service, dans notre hôpital, ils passent du 4 étoiles de l'USP à des services où il y a un peu moins de moyens. Et c'est a priori très difficile pour les patients de s'adapter. Voilà, alors pour conclure, la question du mourir, ce serait avant tout, sans doute, ça serait plutôt à se poser en termes de comment et avec qui, plutôt que où. Et préciser aussi qu'en fait, dans la plupart des sociétés traditionnelles, a priori, les anciens ne meurent pas seuls, mais en famille. Et que, a priori aussi, les oiseaux ne se cachent pas vraiment pour mourir, et que le cimetière des éléphants, c'est en effet un mythe. Les éléphants ne quittent pas leur groupe pour mourir seuls, dans un lieu déterminé. A priori, le groupe d'éléphants reste auprès de celui qui est en train de mourir. Et autre remarque également, c'est que on ne remarque peut-être pas assez la capacité des patients à pouvoir halluciner ce qui leur manque, ce qu'ils désirent. Vous avez peut-être déjà remarqué des patients justement qui ne pouvaient pas fumer et qui finalement faisaient le geste et on a l'impression qu'ils ont autant de plaisir que s'ils fumaient réellement. Dans le même ordre d'idée, on a des patients qui hallucinent d'être chez eux ou qui hallucinent de travailler, qui hallucinent d'être dans des lieux où ils se plaisaient. Et dernière remarque, au-delà des
au-delà du lieu, on a aussi des patients les plus esseulés qui arrivent à se reconstituer comme une famille parmi les soignants qui les entourent. On a par exemple une patiente, là dernièrement, une ancienne enfant maltraitée, qui nous expliquait que oui, elle reviendrait sans doute mourir à l'hôpital parce que cette équipe, c'était un peu comme sa famille. Et alors, il y en a une autre, par contre, qui est sortie de l'USP, encore une enfant maltraitée, adulte maintenant, qui explique avoir recréé l'ambiance de l'USP arrivée chez elle, où elle est quasi seule ou alors avec un fils violent. Voilà, je vais m'arrêter là pour pas...